Voilà, bonjour à tous. On va commencer cette nouvelle séance du GRIS en compagnie de Luis Martínez-Andrade, que je présenterai dans quelques minutes, mais avant ça, je voudrais vous faire part de l'évolution du programme pour la fin de l'année académique. Donc, la nouveauté, il y a deux nouveautés. La première, c'est la prochaine séance qui aura lieu le 15 mars, et nous accueillerons Thierry Bréchet, qui est économiste ici à l'UCL. Ensuite, donc, je vous avais déjà dit que Gaël Giraud serait des nôtres au mois de mai, mais on ne connaissait pas encore le jour précis. Cette fois-ci, ça y est, nous avons la confirmation qu'il sera là le 4 mai. Par contre, nous n'avons pas encore l'heure précise. Mais ce sera normalement à cette heure-ci. À cette heure-ci, début d'après-midi. Ce sera de 14 à 16. Ok, bon, bah alors on peut déjà noter ça, 14-16. Ça peut encore changer, mais a priori, c'est ce qu'on a. Et le lieu bien, l'auditoire doit être déterminé, parce que l'idée est quand même qu'il y a principalement devant des étudiants, on invitera les gens du GRIS, mais on doit trouver d'abord un auditoire où on peut caser tous nos étudiants, parce qu'il y a la contrainte la plus forte. Ouais. Alors, le 17 mai, donc, Vittorio Oesler de l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Et Paul-Marie Boulanger a accepté aussi de faire partie d'une table ronde qui sera organisée après l'exposé de Vittorio Oesler. Les autres personnes qui participeront à cette table ronde ne sont pas encore officiellement connues au bataillon, mais ça ne devrait pas tarder. Et enfin, le 7 juin, l'exposé de Laurent Debris, donc, qui était déjà fixé depuis un petit temps. Alors, retour assez bref sur la séance précédente. Donc, la précédente séance, on a accueilli Edwin Zakai de l'ULB. Et pour finir, il me semblait que la question fondamentale qui ressortait de cet exposé, où il nous a parlé des écologistes radicaux des années 60-70, comme André Gorz, Ivan Illich, la question c'était au fond de savoir dans quelle mesure les mouvements émergents à l'heure actuelle, écologistes, pouvaient se prétendre être quelque chose de nouveau, lorsqu'on voyait que pour finir toute une série de thèmes qui reviennent aujourd'hui étaient déjà quand même fort présents dans les discussions d'il y a une quarantaine d'années. Alors ça c'est interpellant, ça pose la question de savoir au fond quelle pertinence ça peut avoir de renouer avec certaines idées qui étaient déjà qui ont été développées auparavant, et quelles seraient les spécificités du discours actuel, est-ce qu'il y a des différences, et est-ce que tout ça ne nous plonge pas dans un pessimisme assez fort, puisque au fond on se rend compte que ces idées qui ont déjà été développées auparavant n'ont pas vraiment généré la transformation radicale escomptée. Alors est-ce qu'il faut penser à un processus par vague, ou alors est-ce qu'il faut se dire purement et simplement qu'il s'agit d'un doux rêve utopique? On est dans l'année des utopies, on pourrait ranger donc cette discussion-là dans cette catégorie-là. La question reste ouverte, bien que personnellement je ne pense pas que ce soit le cas, mais voilà, on va voir encore aujourd'hui. Peut-être Louis a une position par rapport à ces questions sur le caractère utopique des discussions en écologie radicale. Donc assez rapidement par rapport à donc ces strates dont il s'agit de séance en séance. Aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'avec l'exposé de Louis, on est dans une strate qui touche les racines de la crise, puisque c'est la dimension vraiment théologique, ou en tout cas les sources morales qui sont puisées dans la religion, qui vont être mises au service de la lutte anticapitaliste mais aussi écologiste chez les théologiens de la libération. Et ça a, pour finir, des impacts aux différents niveaux de la discussion, puisqu'il y a clairement une certaine anthropologie qui est derrière, une certaine éthique, une certaine vision de l'agir moral, et bien sûr un impact qui se veut pleinement politique dans le cas de la théologie de la libération, et aussi économique. Donc on a quand même quelque chose qui embrasse, encore une fois, pour finir assez bien ces strates, et qui se situe, pour finir aussi assez bien, à l'intersection des deux axes qui ont été présentés comme les axes centraux du GRIS au début de l'année, à savoir un premier axe qui est celui du lien entre l'écologie et spiritualité, et l'autre qui est celui de la question du lien entre l'énergie, l'économie, et toutes, pour finir, ces questions qui sont plus liées aux politiques et aux alternatives au système capitaliste dominant. Et c'est sûr qu'avec la théologie de la libération, on est à l'intersection, pour finir, de ces deux ensembles de questions. Alors, Luis Martínez-Andrade est mexicain, docteur en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. En 2009, il a reçu le premier prix du concours international de l'essai Pensée à contre-courant délivré par l'Institut cubain du livre, le ministère de la Culture de Cuba et l'édition des sciences sociales.
Il est l'auteur de Religion sans rédemption, dont j'ai ici, que Bernard, je crois que tu l'as, lui, je te l'ai passé, si tu peux le faire tourner éventuellement pour si certaines personnes veulent le trouver sur Amazon ou quoi. Religion sans rédemption, contradiction sociale et rêve éveillé dans l'Amérique latine, publié en 2015. Ici, il y a la version en anglais, que je vous fais tourner, ainsi que Las dudas de Dios, les doutes de Dieu, théologie de la libération, écologie et mouvements sociaux, en 2015, que voici. Je vous fais tourner aussi si vous voulez jeter un œil. Ça, c'est l'anthologie. Les entretiens, oui. Oui. Mais il sera publié en français l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, on le trouvera en français, mais pour ceux qui lisent l'espagnol, il est déjà disponible maintenant. Il est actuellement chercheur en postdoc au CRIDIS, donc ici à l'UCL, au Centre de sociologie critique. Alors l'exposé qu'il va nous présenter aujourd'hui a pour thème écologie et théologie de la libération. Et à cette occasion, il va nous proposer un exposé qui reprend les thèmes principaux de sa thèse de doctorat, qui paraîtra au mois d'avril. Donc là aussi, ce sera l'occasion d'aller voir sur Amazon quand le livre sera sorti. Le titre, ce sera... Écologie et libération, critique de la modernité dans la théorie de la libération. Voilà, donc la question de la critique de la modernité, qui est une question ça va être chouette aujourd'hui d'aborder avec toi, parce que c'est une question qui est revenue de manière assez transversale dans le GRIS. C'est cette question du rapport de l'écologie à la modernité qui n'est pas évident. Donc Bernard Fels, c'est une question qu'il a beaucoup travaillé. Et c'est vrai que dans la littérature écologique, il y a pas mal de débats sur cette question entre ceux qui ont une vision radicalement critique et ceux qui s'inscrivent dans la perspective d'une modernité qui intègre les paramètres environnementaux. Donc ici, le point de vue de l'Amérique latine nous invite, en tout cas à partir des théologiens de la libération, à opter plutôt pour la première tendance, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, une critique assez radicale de la modernité. C'est sûr que le point de vue latino-américain est forcément différent du point de vue européen à ce sujet-là, puisque le début de la modernité, c'est la conquête des Amériques, et donc c'est le début du colonialisme, là où nous, quand on pense à la modernité, on voit plutôt l'Aufklärung, on voit plutôt les droits de l'homme, la philosophie des Lumières, etc. Et donc c'est sûr que le point de vue est spécifique celui de l'Amérique latine et d'un pays du Sud en général. J'arrête de parler et je te laisse la parole, Louise, donc pour une petite heure d'exposé suivi d'un débat de à peu près 1 heure aussi. Voilà, merci. D'abord, je voudrais remercier Charlotte et le professeur Bernard pour l'invitation pour venir exposer un peu les thèses, les principales axes que j'ai développés dans ma thèse, soutenue en 2014. Et comme Charlotte a indiqué, il sera publié en avril chez Pandire. Et bon, moi je disais que je suis plutôt à l'ancien, je n'ai pas de PowerPoint, je préfère l'écran. Bon, je m'attache à ce que Martin Jay appelle une histoire intellectuelle, c'est-à-dire sortir de cette sorte de caisse. Vous êtes historien, vous devez faire que l'archive. Vous êtes sociologue, vous devez que faire des enquêtes. Bien évidemment, chaque discipline a sa propre méthode. Mais Martin Jay dit que pour faire l'histoire intellectuelle, il faut mobiliser presque toute la discipline. Et je pense qu'en ce moment-là, on parle plus d'interdisciplinarité que de, voilà, même si je reste sociologue et mon approche est celui d'un sociologue, moi je partage cette perspective de Martin Jay de faire l'histoire intellectuelle, c'est-à-dire mobiliser les apports de l'histoire, de la philosophie politique, de l'anthropologie et bon, de la théologie même. Et également, je pense que soit on fait une théorie critique ou on fait une théorie traditionnelle, comme les premiers fondateurs de l'école de Francfort, Horkheimer, Adorno, toujours répété, la théorie traditionnelle essaye de cacher l'antagonisme, la contradiction, essaye de faire une sorte de réification de la réalité, voire de l'oppression. La théorie critique a pour but de montrer justement les antagonismes, mettre en lumière ces contradictions qui sont irrésolues dans la logique de la civilisation moderne, bourgeoise, industrielle. Donc, je tente de développer une théorie critique, l'approche de l'histoire intellectuelle. Bon,
En France, en 1993, il a paru un livre qui s'intitule « Écologie et religion », coordonné par la sociologue Danielle Hervieux-Leguer, que c'était une des grands spécialistes de sciences de religion en France. Dans cette bouquin, dans l'introduction, elle disait que normalement, on était habitué soit à mettre en relation la question écologique avec les questions religieuses, ou vice-versa. Mais, d'après Danielle Hervieux-Leguer, les défis, c'était plutôt de mettre en relation ces deux entités avec une troisième, celui de ce qu'elle appelle la modernité. Pour elle, était ça le défi pour ceux qui travaillaient le rapport religion-écologie. Donc, dans ma thèse de doctorat, j'ai essayé de prendre en sérieux ces défis. Mais pour cela, il faudra, ça veut dire, moi, essayer de travailler la critique de la modernité chez ce qu'on appelle la théorie de la libération. C'était quoi la théorie de la libération? Et comme vous savez, aux années 60, fin des années 60, début des années 70, s'est développé en Amérique latine une courant de pensée théologique qui était surtout... il a participé la majorité de ces théologiens et théólogos et théologas qui ont fait des études en Europe, mais également ils ont participé certains théologiens européens qui ont parti en Amérique latine. Il y a eu deux événements, si vous voulez, historiques qui ont conditionné l'émergence de la théorie de la libération. Comme vous savez, d'un côté, l'élection de Jean XXIII, c'est lui qui a appelé, comme vous savez, Vatican II, la mise au jour de l'Église, n'est-ce pas? L'aggiornamento, le dialogue de l'Église avec la modernité, avec le monde moderne. C'est avec Vatican II qu'on a mis en lumière le rôle de laïque dans le monde. Donc c'était un aspect important. Louvain, l'université de Louvain, a joué un rôle important, Vatican II. L'autre facteur important, c'était la révolution cubaine. C'était 1959. Pourquoi? Parce que d'abord, cette révolution, au-delà de toutes les critiques qu'on peut les faire maintenant, à cette époque-là, a marqué toute une génération des étudiants, des militants, parce que c'était voilà, une révolution qui montrait qu'on pouvait prendre l'État, s'emparer de l'État par le biais d'une révolution. Donc, on a eu des générations de militants intellectuels voilà, qui ont influencé pour la révolution cubaine. Bon. On est dans cette période latino-américaine. Ça commence déjà à l'époque des dictatures militaires. Comme vous savez, en 1954, le gouvernement au Guatemala d'Arbenz était renversé par un coup d'État. Pourquoi? Parce qu'Arbenz a essayé de mettre en œuvre une sorte de réforme agraire. Puis, c'était un coup d'État au Bolivie et puis au Brésil, 1964. Donc, on est dans une période où les dictatures commencent voilà, à faire renverser une sorte de gouvernement nationaliste. On disait populiste à l'époque. Bon. Dans ce cadre, par exemple, je parlerai sur le cas brésilien, que c'était en 1964, on est dans une période de dictature. Bon. On a Vatican II, on a des mouvements de gauche, des chrétiens de gauche, par exemple, qui sont organisés surtout au Brésil, fin des années 50, une semaine internationale où se sont rassemblés des théologiens, des chrétiens, mais également des militants marxistes, militants communistes. Là, ils ont créé, par exemple, fin des années 50, un groupe qui s'appelle Action Transformatrice, Action Transformadora. Ce groupe, qui était, voilà, comme je disais, des militants marxistes, communistes, ont essayé de trouver des ressemblances entre ce que prenaient les prêtres, l'évangile, avec les objectifs du communisme. On disait, bon, vous luttez pour le royaume de Dieu, nous, les communistes, nous battons
pour une société sans classe. Donc, on a plus de convergence que de divergence. Donc, c'est tous ces sortes de mouvements qui se sont développés au Brésil, avec la JAC, la jeunesse universitaire chrétienne, qui sont générés en Argentine aussi, sont générés une sorte d'esprit, voilà, de mouvements. Et bon, beaucoup de théologiens se sont, bon, comme on pourrait dire, identifiés avec ce mouvement. Par exemple, Gustavo Gutiérrez, un des principaux théologiens péruviens, disait d'abord c'est la réalité, puis c'est la réflexion théologique. Ils l'ont dit, bon, cette mouvance de chrétiens engagés pour la lutte, pour la libération, pour la lutte contre la pauvreté, contre la dictature, nous donne des choses pour penser à nous, théologiens. La question de la misère, qu'est-ce que Dieu nous peut dire? Qu'est-ce que Dieu peut dire dans une société où on trouve de la misère, où on trouve de l'oppression? Donc, les questions théologiques, les théologiens commençaient, voilà, c'est poser des autres sortes de questions. Donc, et apparu dans la fin de 1968, plus ou moins, aux États-Unis, il y a un théologien méthodiste qui s'appelle Rubén Alves. Lui, il a soutenu sa thèse avec le titre Towards a Liberation Theology, vers une théologie de la libération. Mais ce livre, sa thèse, était publiée au portugais avec le titre Da Esperanza, sur l'espérance, sur l'espoir. Rien à voir avec le titre original en anglais. Et Gustavo Gutiérrez, il connaissait sa thèse, il a beaucoup aimé le terme libération. Parce que rappelez-vous que dans les années 60, on parlait plutôt en Europe sur la théologie de la révolution. Mollman parlait en allemand de la théologie de la révolution. Ici, en Belgique, Joseph Comblan avait rédigé la théologie de la révolution. Alors, ils ont adopté plutôt libération, le terme libération, parce que, justement pour montrer, si vous voulez, maintenant nous dirons, les lieux d'énonciation qui étaient dans la géopolitique de la connaissance étaient différents. Parler de libération dans l'Amérique latine et de révolution dans les pays développés. Donc, c'était pour cela qu'ils ont préféré le concept de libération. Et donc, Gustavo Gutiérrez, il était au Pérou, il était en train de rédiger son théologie de la libération. Quand il a écouté qu'au Brésil, il y avait des mouvements de jeunes, des mouvements militants qui étaient, voilà, croyantes, qu'il avait des likes, mais également croyantes, il a interrompu son manuscrit pour partir au Brésil et voilà, voir ce qui s'est passé là-bas. Il a rédigé sa théorie de la libération. Donc, la théorie de la libération, c'était un courant, comme je disais, où ils ont participé, par exemple, ils ont participé au Brésil. Les plus connus, c'était les frères Boff, Leonardo Boff et Clodovis Boff. Clodovis a étudié, je pense, ici en Belgique aussi. Mais il y a eu des autres théologiens, par exemple au Mexique, Sergio Méndez Arceo, qui a accueilli Ivan Illich. On pourra en parler sur Ivan Illich. À Cuernavaca. Et en plus, Ivan Illich a rencontré ici à Bruges, dans un séminaire, à Leonardo Boff. Et lui, il a vraiment changé, si vous voulez, la boussole théorique de Boff. Mais bon, on en arrivera. C'est pour faire le parcours. Et il y a aussi pas seulement des hommes, des théologiens, des théologues, il y a eu des femmes, des théologues. Par exemple, Ivone Guevara, brésilienne, Marcela Altaus Rey, argentine, qui est morue en Irlande. Donc, il y a aussi des mecs et des femmes. Et ils ont participé aussi des Européens. Bon. Plus d'hommes quand même. Hein. Pardon? Il y a quand même eu plus d'hommes, il faut reconnaître. On est dans une société patriarcale, on en arrivera. Donc c'est un peu bon, la théorie de la liaison. Il faut, j'aimerais bien souligner qu'on parle, Michael Lowy a écrit un livre, un très bel ouvrage que je vous recommande qui s'appelle La guerre de Dieu. La guerre de Dieu, vous pouvez le trouver en français chez Fellini. Il fait la distinction entre ce qu'il nomme le christianisme de libération et la théologie de la libération. C'était un distinguo analytique.
Par christianisme et libération, on va, si vous voulez, identifier le mouvement de base, une sorte d'ethos dans certaines populations. Ça sera le christianisme. Et la théologie de la libération, c'est, si vous voulez, la réflexion théorique. Parce que les théologiens font ça. Quelle définition nous pouvons donner de théologie? Bon, si on demande aux théologiens c'est quoi la théologie, ils vont répondre, bon, c'est le langage du divin. Bon, moi, je m'attache plutôt à la définition que donnait Max Weber dans sa conférence de 1919, Politik als Beruf, à Berlin. Il définissait théologie comme la rationalisation d'une inspiration spirituelle. Donc, c'est ça la théologie. Donc, la théologie de la libération sera plutôt un ensemble des écrits, voilà, des réflexions théologiennes qui font les théologiens et théologiennes. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez la théologie de la libération? Bon, d'abord, je vais donner certains éléments. D'abord, c'est une théologie qui va changer radicalement la conception du pauvre. Parce que, comme vous savez, l'Église a toute une tradition d'une doctrine sociale. Donner la charité, n'est-ce pas? Aider les pauvres, ça c'est bon, c'est une doctrine que toutes les religions partagent. Mais quand vous prenez la position de la charité, on est dans une position verticale. Parce que la charité, c'est quelqu'un qui est en haut, donne à quelqu'un qui est en bas. Pour les théologiens de la libération, il faut en finir avec cette perspective verticale et il faut parler plutôt de solidarité. Donc, le rapport, ça change. Vous n'êtes pas au-dessous de quelqu'un d'autre, vous êtes à côté de l'autre, et ça va changer, et c'est plutôt la question de la solidarité. Ils vont parler sur l'option préférentielle du pauvre, c'est-à-dire ils vont essayer de laisser de côté cette perspective charitable, mais pour aider aux pauvres, les sujets de sa propre libération. C'est un peu ce que disait Marx, rappelez-vous, dans les manifestes du Parti communiste. C'est le prolétariat qui va briser les chaînes de l'oppression. Donc c'était un peu cette idée d'être à côté du pauvre. En plus, à cette époque-là, les théologiens de la libération parlaient du prolétariat. Pour faire le jeu de montrer les pauvres et le prolétariat. Sauf qu'en Amérique latine, il y a peu de pays développés, industrialisés, donc la classe ouvrière n'était pas assez large comme en Europe. Par exemple, si on voit en Bolivie, que bon, la Bolivie a une tradition de syndicalistes très forte, mais la classe ouvrière n'était pas, ce n'est pas la plus nombreuse par rapport à les indigènes dans les cas boliviens, et même dans des autres contextes, Guatemala par exemple. Ça c'est important dans la théorie de la libération. Une autre question importante dans cette courante théologique, courante de pensée, c'est Gustavo Gutiérrez parle, et Leonardo Boff aussi, du point épistémique, c'est-à-dire de où on part. C'est-à-dire ils vont essayer de faire une histoire de l'Église catholique et de la théologie à partir du pauvre, à partir du vaincu de l'histoire. Et qui sont les vaincus de l'histoire? Dans l'Amérique latine, les indigènes. Par le biais de la conquista, là-bas, les vaincus de l'histoire, c'était les indigènes. C'est un peu, ça ressemblait, si vous voulez, les thèses de Walter Benjamin. Vous vous rappelez dans les thèses sur le concept d'histoire qu'il faut toujours voir l'histoire à revoir poil, à partir du vaincu de l'histoire. Donc, les théologiens de la libération vont faire une sorte de lecture benjaminienne de l'histoire pour partir, voilà, pour mettre en question la logique hégémonique, c'est-à-dire le capitalisme. La critique au capitalisme, c'est aussi central dans la théorie de la libération. Bon, vous pouvez me répliquer, mais la doctrine également de l'Église, les papes toujours ont condamné les conséquences du capital. Mais, à différence de condamner seulement les conséquences du capitalisme, c'est les théologiens de la libération qui vont pointer du doigt sur la logique même du système capitaliste. Le système capitaliste, il porte dans sa logique une dynamique mortière. Comme vous savez, Marx l'avait déjà expliqué dans Le Capital. La logique du capital va épuiser, maintenant on le voit, maintenant on commence à entrer dans l'action écologique. Et le capital, c'est un vampire, c'est comme ça défini Marx. Il soupçonne les centres de l'ouvrier pour l'objectiviser dans la plus-value. Mais également, le capital va épuiser les deux sources de la valeur, le travailleur et la terre. Ça, on le voit dans Marx, c'était
bon, on pourra faire les critiques qu'on a fait de productivisme, mais ça c'est à voir, c'est un autre débat. Donc, la théorie de la libération peut trouver dans le capitalisme, voilà, une dynamique meurtrière, une logique sacrificielle même. Et donc, on commence à voir que pour la théorie de la libération, il y a cette critique, la critique du capitalisme en tant que dynamique meurtrière, la critique d'une histoire écrite par une main blanche, par une mano blanca. C'est là déjà on peut trouver la critique de l'eurocentrisme. Mais aussi, et ça sera intéressant pour le débat, la critique de la modernité. C'est pour cela que Daniel Kerby-Leyer, dans son livre, propose de faire le lien entre écologie, religion et modernité. Il me dit, bon, mais pour faire ce triangle, il faut d'abord expliciter en quoi consiste le concept de modernité chez les théologiens de la libération. Est-ce que pour les théologiens de la libération, y compris la philosophie de la libération, ont la même idée de c'est quoi la modernité et sa logique? Bon, pour cela, d'abord, il faut dire que, bon, un des premiers auteurs qui a mis en question ce concept, c'est le philosophe Enrique Dussel. Enrique Dussel, par exemple, il formule dans son livre, qui est traduit en français chez les éditions de Sobrières, 1492, en 1492, l'occultation de l'autre. Dans ce livre, il dit, bon, normalement, le concept de modernité, au moins en philosophie, est toujours, je ne sais pas, daté, soit l'Aufklärung, les Lumières, soit la révolution industrielle, soit la Renaissance. C'est-à-dire, toujours, l'endroit, c'est l'Europe. C'est un discours intra-européen. Même Habermas, quand on lit les discours de la modernité chez Habermas, il met là la contre-réforme, ne c'est pas l'Allemagne. Bon. Il dit, ça c'est intéressant, mais c'est une définition intra-européenne, donc provinciale. Donc, ce qu'Enrique Dussel va essayer de faire, c'est de faire une déconstruction du concept de modernité, d'abord historique, et puis philosophique. Je sais que ça va, surtout en Europe, ça fait un peu de débat, j'arriverai à ça, donc je pense que ça sera intéressant. Dans ma thèse, ce que j'essaie de montrer, c'est que la critique de la modernité, je l'avance déjà, la critique de la modernité faite par la théorie de la libération a une analogie avec la critique de la modernité faite par l'école de Francfort, mais surtout les marginaux de Francfort, Walter Benjamin et Ernest Bloch, et ce qu'on appelle maintenant, en Amérique latine, la pensée décoloniale. Donc c'est toute école du courant de différentes époques et même de différents endroits géographiques ont presque beaucoup de ressemblances avec la critique faite par les théologiens de la libération. Donc, Enrique Dussel rappelle d'abord, comme vous savez, bon, imaginons que ça c'est l'Amérique latine, imaginons, à Villala on dit, parce que je ne suis pas un très bon dessinateur, bon, ici on suppose que c'est là-bas. Bon. Je vais faire un résumé très grossier de la thèse de Dussel, mais bon, et après on pourra développer. Comme vous savez, jusqu'à l'ancien 16e siècle, l'Europe était ici, isolée pour l'Empire ottoman. L'Europe était ici. Quand on parle du Moyen-Âge, on sait que le Moyen-Âge a eu lieu seulement en Europe. Les cultures arabo-musulmanes, Moyen-Orient n'ont pas eu Moyen-Âge. À cette époque-là, comme vous savez, l'Europe avait cherché, depuis les croisades, mais n'a pas jamais réussi à arriver en Chine parce qu'il était isolé pour l'Empire ottoman. Comme vous savez, Cristóbal Colón a présenté au roi d'Espagne. Christophe Colón. Et Christophe a présenté à la reine Isabelle et au roi Fernando un projet pour trouver la route la plus courte, comme vous savez l'histoire, n'est-ce pas, pour aller en Chine. À cette époque-là, le roi dit oui, on le fera, mais d'abord nous devons faire ce qu'on appelle la reconquista. On doit régler ce problème parce que le monde musulman
avait conquis l'Espagne pendant 7 siècles. Et c'est grâce à les penseurs arabo-musulmans qu'Aristote était introduit à nouveau en Europe. C'est grâce à eux. Ce n'est pas cette histoire hegelienne de oui, l'esprit vient de l'Est, à l'Ouest, tout ça qu'on a cru et que ça fait une hégémonie. Ça fait sévices, certaines décennies. Maintenant, peut-être c'est lié à la chute de l'hégémonie économique européenne qu'on commence à mettre en question ça. Mais bon, c'est pas comme ça le récit. Donc, on a eu la Reconquista, Boabdil de Granada. Donc, on s'est emparé de l'Espagne. En ce moment-là, Isabelle et Fernando ont dit « Ok, Christophe, tu peux aller faire ton voyage. » Lui, comme vous savez, il a fait la découverte. On appelle le découvrimiento de Amérique. Historiographiquement, on sait maintenant que les Chinois, on avait mis les pieds en 1423-1424 en Amérique latine. Ils n'ont pas fait la conquista. Pourquoi? Bon, on pourrait en parler après. Mais je vous recommande le livre de Kevin Menciens. Je ne sais pas si ça existe en français, mais ça s'appelle 1423-1424, l'année que la Chine a découvert l'Amérique. Bon. Et il y a des autres raisons pourquoi les Chinois n'ont pas fait la conquista. Bon, ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas besoin à l'époque, ils n'avaient pas besoin de colonies. À cette époque-là, la Chine dominait le marché mondial. Pour eux, ce n'est pas dans son panorama, ils n'avaient pas besoin de colonies. Bon, les pouvoirs hispano-lusitanos arrivent, ils font la conquista. Et Enrique Dussel dit que toujours on parle du fameux ego cogito. Mais ce n'est pas Descartes, de René Descartes. Quand est-ce qu'il a proposé ça? 1636, 37, quelque chose comme ça. Et l'ego cogito, le premier pas d'une subjectivité moderne. Bon, on sait par exemple, et ça c'est pas Enrique Dussel qui l'a dit, vous pouvez trouver chez les livres, les collections qui sortaient en français, que sais de la conquista. Cherchez-les, ce petit livre, écrit par Marion Malot, je pense, c'est l'auteur. Dans ce livre, elle raconte une histoire. Elle dit, dans ce livre, que quand les Espagnols venaient et faisaient la conquista, Pizarro, Hernán Cortés, beaucoup d'autres, disaient toujours, Dios está en el cielo, Dieu est au paradis, El rey está lejos, le roi s'éloigne, yo mando aquí. C'est moi qui commande ici. Là, on a déjà, ce n'est pas une question anecdotique, c'est une question vraiment, à notre avis, c'est vraiment intéressant. On trouve déjà un ego conquérant qui va décéder. Bon, la chute de l'Empire aztèque, c'est 1525. Au Pérou, avec Pizarro, c'est 1535, des choses comme ça. On a un siècle de domination qui va de subjectivité. Bon, si on s'attache à la perspective de Horkheimer et Adorno en disant que la rationalité a un côté aussi irrationnel, oppresseur, Michel Foucault disait la même chose, pour même pas un auteur égocentrique, un auteur hexagonocentrique, parce que Foucault, il a fait seulement que... Il parle que de la France, de l'hexagone. Même Foucault disait que la modernité, ce n'était pas un processus seulement libérateur. Ça peut amener aussi de nouvelles formes d'oppression, de discipline. Bon, là, ici, avant cet ego cogito proposé par Descartes, on trouve déjà un ego conquérant, c'est-à-dire une raison dominatrice, qui va mettre en position de soumission à l'autre. Qui est l'autre là-bas? C'est l'indigène latino-américain. Après la conquista, les Aymaras, les Aztecas, les Mayas, on les a arraché sa identité pour les imposer une nouvelle identité. Vous êtes maintenant, dehors c'est déjà indigène. On se fout si vous êtes Aymara, on se fout si vous êtes Quechua, vous êtes indigène. Qu'est-ce qu'il raconte dans la dialectique de la négativité? Je pense que c'est traduit comme ça en français, Adorno. Le processus identitaire. Quand on essaye de briser cette contradiction et vous prenez une nouvelle identité pour le pouvoir. Donc on trouve des choses très très intéressantes. Ce sont des choses qu'on va voir dans le débat. Donc, la conquista, comme vous savez, ce n'était pas seulement une question anecdotique, je répète.
C'est grâce à la conquista, que l'Europe va pouvoir s'emparer de l'argent, de l'or, des tonnes d'argent, des tonnes d'or se sont arrachées de l'Amérique latine, qui vont permettre à l'Europe de pouvoir entrer et acheter dans les marchés mondiaux. Pour citer un historien français, Michel Beau. Michel Beau, il a écrit un petit livre intéressant où il raconte cette question de comment la découverte de l'Amérique latine a aidé pour constituer les bases matérielles, économiques de ce que sera d'après l'Europe, l'hégémonie européenne. Et à cette époque-là, on est au XVIe siècle. Au XVIe siècle, toute cette accumulation de capitaux, d'argent, d'or, va permettre, comme je disais, d'accumuler. Qu'est-ce que disait Marx? L'argent, la plata, l'argent c'était devenu la première monnaie internationale. Et où il y avait de l'argent en Europe, toute la plata, tout l'argent venait du Pérou, venait de la mine de Zacatecas au Mexique. C'est jusqu'à le 19e siècle, à cause de la révolution industrielle, que l'Europe va pour première fois produire, manufacturer un produit. Avant le 19e siècle, l'Europe n'avait pas produit aucun. L'Europe achetait les tissus de la Chine, la porcelaine, mais les premières marchandises faites pour l'Europe, c'était au 19e siècle. Bon, c'est un peu pour montrer pourquoi ce petit élément que c'est de voir l'histoire, on peut s'en sortir de cet eurocentrisme, nous laisse voir les choses autrement. Bon, c'est ça, si vous voulez, un peu de ce qu'appelait Enrique Dussel comme les mythes de la modernité. Je reviens à la question de l'indigène comme l'autre. Avant la conquista de l'Amérique, les Européens n'avaient pas l'Europe en général n'avait pas cette prétention d'être supérieure par rapport au monde musulman. Si vous regardez les écrits des philosophes, ça sera peut-être jusqu'à Hegel qui va commencer à parler d'une supériorité européenne, mais pas avant. Bon, il avait ce problème, vous êtes des infidèles, vous adorez des dieux, comment on dira ça, faux. Mais au moins, l'Europe savait, au moins les chrétiens savaient, que bon, même si les juifs se trompaient de Dieu, mais avaient de Dieu, c'est jusqu'à qu'ils vont arriver jusqu'à l'Amérique latine, qu'ils vont mettre en question l'humanité de l'autre, de l'indigène. Ils vont dire qu'ils sont des idolâtres. Ils vont pas même reconnaître si une question religieuse chez eux. Et même, il y a eu ce fameux débat à Valladolid entre Gines de Sepúlveda et Bartolomé de las Casas. Et comme vous savez, Gines de Sepúlveda, à partir d'une perspective aristotélicienne, disait les indigènes sont des barbares parce qu'ils n'ont pas de propriété privée. C'est nous que nous devons les civiliser. Bartolomé prenait notre position en disant non, ils vont devenir de bons chrétiens. Et c'était le fameux débat. Ils ont des âmes, ils ont l'âme. Une âme. Ils ont une âme. Et c'était le fameux débat de Valladolid. Et on peut déjà trouver, selon Enrique Dussel, un premier discours critique de la modernité. Et de plus, il faut dire que à cette époque-là, on parle déjà des fameuses guerres justes, les guerres justas. Et ça c'est très intéressant parce qu'il y a tout un, comment on pourra dire, détournement des droits, parce que juridiquement, comment est-ce qu'ils pouvaient justifier l'agression des indigènes si jusqu'à l'époque les indigènes n'avaient pas agressé l'Europe? Alors il y a eu tout un renversement de la conception des droits, voilà, si la guerre était juste. Mais bon, ça c'est intéressant. Pourquoi? Vous direz, ah bon, mais ça n'a rien à voir avec la modernité, ce débat de Bartholomé, c'est très, comment on dirait en français, tiré de chez vous. Vous savez, l'année dernière, ça fait 12 ans, j'ai publié un recueil de écrits inédits en français de Walter Benjamin, s'appelle Critique de la civilisation, publié chez Payot. Dans ce recueil d'articles de Walter Benjamin, il y a un petit essai qui c'est un compte rendu sur une biographie de Bartolomé de las Casas. Et dans cette compte rendu qu'avait écrit Bartolomé de las Casas, il dit ceci, je vais lire. Qu'est-ce qu'il dit? Je cite Walter Benjamin. L'histoire coloniale du peuple européen commence par l'événement révoltant de la conquista de l'Amérique qui transforme le monde nouvellement conquis en une salle de torture.
C'est qui Walter Benjamin, vous savez, c'est n'importe qui, c'est un des grands penseurs du siècle. C'était un grand critique. Il définissait la modernité comme le temps de s'enfer, ne sais pas. Est-ce qu'il était marxiste? Bon, selon Scholem, non, il était plutôt un prophète. Adorno dira non, on laisse de côté, mais il était marxiste. Bon, je pense que, bon, comme Michael lui a montré, Walter Benjamin était un sorte de Janus, un de ses visages. Regardez Jérusalem, mais un autre Moscou, la révolution bolchevique. Mais on oublie que Janus a deux visages, mais une même tête. Donc, cette critique, cet élément que pose Walter Benjamin comme une critique de la modernité, et il ne faut pas, voilà, de Benjamin, il était marxiste. Le livre de Lucas, Histoire et conscience de classe, de la Bouleversée 23, il a pris une position marxiste. Donc, il fait une critique très, très intéressante à la modernité, à la logique destructrice de la modernité. Ok, ça me reste 10 minutes. Ok, bon. Mais, bon. Bref, ce qu'on trouve chez la modernité, c'est que la modernité a un côté, bien sûr, vérateur, si vous voulez, la raison, tout ça, mais surtout un côté irrationnel, que je répète, l'école de Francfort avait déjà démontré, mais que le théologien de la libération essaye également de mettre en lumière. Ce côté, voilà, ce mythe de que nous, les pauvres de la périphérie, nous devons, voilà, devenir comme l'Europe, voilà, une sorte de colonialisme interne. Donc, les théologiens de la libération vont parler surtout les concepts clés. La théologie de la libération va ser celui du pauvre. La théologie de la libération va se définir comme une théologie de la vie par rapport à une logique de mort, la logique du système hégémonique. Et donc, si c'est une théologie de la vie, de la vie, donc, il y a déjà là, on trouve déjà là une valorisation, par exemple, de valeur d'usage par rapport à valeur d'échange chez le capitalisme. Ou c'est la question de la nature. Par exemple, comme vous savez, pour le capitalisme, détruire les sources de l'eau ou détruire la planète, ce n'est pas irrationnel. Pour le capitalisme, ça donne des business. Vous détruisez les sources de l'eau, après vous vendez des bouteilles de l'eau. Ça fait, Walter Benjamin dit c'est la même chose. Jusqu'à qu'il aura la dernière goutte de l'eau, il aura le capitalisme pour continuer. Donc, comme vous savez, l'écologie, ce n'était pas un discours univoque. On parle de capitalisme vert, ne sais pas, on peut parler de comment est-ce qu'on peut mesurer le capitalisme. Ce que les théologiens de la libération disent, c'est essayer de maîtriser la logique du capitalisme, c'est comme essayer de domestiquer un crocodile. La logique interne du capitalisme, c'est une logique nécrophile. Le capitalisme moderne, c'est un système nécrophile. Donc, pour s'attaquer au cœur de cette logique, il faut s'attaquer à la production de la plus-value, à la croissance infinie, comme on parlait tout à l'heure. La planète, c'est une planète limitée, avec ses ressources limitées. On ne peut pas, pour la logique voilà, qu'il y a maintenant, mais ça ne sera pas même avec l'intervention de l'État. Vous savez, l'État également peut jouer, toutefois, jouer plus le rôle de partenaire du grand capital que de la population. Donc, dans l'écologie, on peut trouver, voilà, c'est plutôt Martínez Salier, un économiste catalan, qui identifiait 3 discours capitaux de l'écologie. L'écologie en tant que science, c'est la science qui va étudier les rapports entre les organismes, blablabla. L'écologie verte, ou l'écologie voilà, domestiquée pour le capital, mais il va parler d'une écologie des pauvres. Ou, si vous voulez, d'une écologie de la libération. En plus, il va citer le cas de l'écologie de la libération. C'est-à-dire, sont des mouvements qui même ne se disent pas écologistes. Par exemple, pensons-nous à l'époque au combat de Chico Mendes. Chico Mendes jamais savait identifier. À l'époque, n'était pas la mode du mouvement écologiste, mais on ne peut pas mettre en question que ce combat était un combat écologiste avant la lettre, défendre l'Amazonie contre la logique de déforestation, c'était un combat écologiste, mais également social. Donc, les mouvements sociaux en Amérique latine font un combat qui c'est en même temps écologique, mais surtout aussi social. Donc, c'est lui qui va développer la branche
de la théorie de la libération, de l'écologie chez la théorie de la libération sera Leonardo Boff. Grosso modo, Boff c'était un Brésilien franciscain qui avait vécu au Petropolis, puis il est venu à Munich à faire une thèse. Une thèse sur l'Église comme sacrement du monde, qu'il a soutenu à Munich. Dans sa jury se trouvait, un des membres de ce jury était le préfet Karl Ratzinger, c'est lui qui va devenir, vous savez l'histoire, le Noisez. Lui, il était dans les membres de sa soutenante de thèse. Et à cette époque-là, comme vous savez, dans l'Allemagne, le débat théologique était très important. Ernest Bloch venait en 1969 de publier L'athéisme dans le christianisme. Mollmann venait aussi de publier Théologie de l'espérance. Donc, le débat théologique qu'il avait à cette époque-là en Allemagne était vraiment très fructueux. Donc, Boff va soutenir sa thèse. Sa perspective à l'époque était plutôt existentialiste, même heideggerienne, je pense. C'était la mode. Et Ratzinger lui aura dit à la fin, votre thèse est très intéressante, vous devez la publier. Même on sait que Ratzinger l'a donné 14 000 marks, à l'époque la monnaie de l'Allemagne, pour publier sa thèse. Boff rentre en 1970 au Brésil, il avait séjourné 4-5 ans en Allemagne, donc il rentre au Brésil, on est déjà en pleine dictature militaire. Je vous avais dit, le coup d'État c'était en 1964. On a déjà 6 ans de dictature militaire. Déjà au début des années 70, c'était la plus cruelle au Brésil parce que les colonels avaient disparu dans la Constitution, l'habemus corpus. Donc, il rentre au Brésil, il regarde la pauvreté qu'il y a dans le contexte latino-américain, et il voit également les luttes de libération, et il commence un peu à changer son perspective. Il va publier, donc un de ses premiers livres, c'est Jésus Christ le libérateur, et après il va publier Église, charisme et pouvoir. Ce livre, Église, charisme et pouvoir, que vous pouvez trouver en français, il met en lumière le concept de Max Weber, vous savez, la domination traditionnelle, bureaucratique, charismatique, en disant l'Église est devenue plutôt une machine bureaucratique, qui ressemble plutôt le parti communiste que l'esprit du premier chrétien. Donc, Leonardo Boff est appelé pour la doctrine de la foi, que c'était la Sainte Inquisition, mais en termes modernes. Il a dit, ce que vous êtes en train d'écrire, ça ne va pas dans le sens de l'Église. On vous invite à faire une sorte de silence, de réfléchir à ce que vous avez écrit. C'est à l'époque au Jean Paul II, c'était le pape, mais surtout Ratzinger était déjà le préfet de la doctrine, aux théologiens de la libération pour les punir. Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, beaucoup de théologiens se font appeler pour la Sainte Inquisition. Et comme vous savez, le fameux lema Roma locuta, causa finita. Le Vatican a parlé. La chose est finie. Donc, Boff était puni en 1984, mais ça a eu vraiment des conséquences au Brésil. Beaucoup de mouvements de défenseurs des droits de l'homme ont commencé à demander à l'Église comme un des principaux responsables des violations des droits de l'homme. En fait, il y a eu l'initiative de 2 avocats brésiliens qui ont voulu poser plainte à l'AI justement pour défendre Boff. C'est très intéressant comme une question d'un théologien, d'un franciscain est devenue une question nationale. Finalement, le Vatican a dit, ok, vous pouvez, pas de problème. Vous devez continuer à faire votre théologie, mais bon, avec modération. Mais bon, Leonardo Boff, il était franciscain, un de ses premiers livres était sur Teilhard de Chardin. C'était un de ses premiers livres sur Teilhard de Chardin. Et donc, on peut dire que l'essence franciscaine, je pense, a justement poussé, si vous voulez, un peu à Boff de prendre cette perspective, de commencer à dialoguer avec la théologie de la création. Ce n'était pas l'unique, il y a eu des autres théologiens, mais dans le cas de la théologie de la création, le plus populaire, c'est lui. Au moins en portugais, il a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages portant sur la question de l'écologie. Donc, il a commencé, d'écrire sur l'écologie. Lui, il était un des responsables de l'organisation en 92 de l'Eco Rio. Lui aussi, Leonardo Boff,
il était aux charges de la fameuse Charte de la Terre, cette fameuse charte qui parle de la question qui était ratifiée par l'UNESCO, où on parle que c'est une sorte de constitution de l'écologie. Bon, Leonardo Boff, avec des autres gens, était derrière la rédaction de cette charte. Mais c'est jusqu'à 1993, après qu'il vient de publier un livre qui s'appelle Mondialisation, spiritualidad, écologie, traduit en français comme La Terre en devenir. Vous pouvez le trouver chez Alvin Mitchell. Mais attention, la traduction, elle n'a pas vraiment très bonne. Et ça, j'essaie de montrer ça dans ma thèse. Parce qu'on dit que les théologiens de la libération ont laissé de côté les catégories marxistes. Bon, dans certains cas, oui, mais aussi il y a de mauvaises traductions. Par exemple, dans ce livre, La Terre en devenir, dans le texte en portugais, Boff parle du bloc historique des opprimés, que c'est un concept gramsciano, bloc historique des oprimidos. Et le concept existe en français. La traductrice, c'est une femme, je crois, la traductrice a traduit comme la lutte ensemble des gens. Là, il n'a rien à voir avec le concept gramsciano. Également, dans son livre, François d'Assise, dans ce livre de Boff, dans ce livre, il parle du principe espérance. Le principe espérance, cherche Ernest Bloch. Les traducteurs ont traduit par principe principiel. Vous voyez? Donc, ce côté gramscien, blochien, était dans les traductions françaises, ne sont pas très stricts. Je pense que c'est voulu. Hein? Je ne pense pas, mais bon. Ah oui, de la part du traducteur, oui, et des éditeurs. Et bon, c'est à partir de ce livre que Leonardo Boff va changer, si vous voulez, sa perspective. Il va commencer à adopter ce qu'on appelle la perspective holistique, que ça sera un peu en concordance avec l'écologie. Et il va commencer surtout mettre en question l'idée de que les religions ont une responsabilité pour la crise écologique. Bon, sûrement vous connaissez ce fameux article de White Lin, publié, non? Comment c'était? Root of Ecological Crisis. On dit c'est à cause des religions chrétiennes qu'on a permis, à partir du livre de Genèse, donc vous êtes les maîtres et dominateurs de la terre, vous devez se reproduire, blablabla. Bon, on dit, bon, c'est là où se trouve l'origine de la crise écologique. Bon, Leonardo Boff dit, bon, lire d'une façon comme ça la Genèse, ça peut aboutir à ça, mais également il dit que par exemple Adam, non, le premier homme, signifie le fils de la terre. On peut voir également qu'il y a un sentiment, c'est-à-dire que les religions puissent justement aider plus à la réconciliation, à l'alliance avec la nature. Et donc, Boff dit, on a eu beaucoup de siècles avec des religions monothéistes, mais on n'a pas eu vraiment de crise écologique. On peut dire le point d'inflexion que c'est la révolution industrielle. Donc, dire que c'est l'homme un des responsables de la crise, bon, c'est intéressant, scientifiquement c'est correct, mais politiquement c'est dangereux. Parce que d'abord, les sociétés du Sud ne polluent pas de la même façon que la société du Nord. Un riche ne va pas polluer qu'un pauvre. Un riche, c'est plus cher pour la planète qu'un pauvre. Et si on voit ça, qui sont les responsables de la pollution sont plutôt les sociétés riches. Mais dans les sociétés riches, ce n'était pas tous, c'est les grandes entreprises. Pour produire 1 litre de Coca-Cola, on a besoin de 10 litres de l'eau. Donc, ne me venez pas raconter des histoires. Oui, quand tu dois te baigner, vous, les Africains, les Latinos, vous dépensez là. La minière qui sont en Amérique latine dépense, une minière en une semaine dépense plus de l'eau que toute une communauté. Alors, il faut politiquement, il faut faire attention avec ces sortes de généralisation. Le système, c'est anthropocentrique. Si le système, c'est anthropocentrique, pourquoi les 80% de la population mondiale est exclue? Donc, ça c'est très intéressant, ce genre de questions que d'après la théologie, commence à poser sur la table. Je pense à me reste combien? Je pense que c'est déjà... Oui. Pour conclure. Oui, tu as encore 5 minutes. Hein. Oui, pour conclure. Je vous avais dit qu'il y a... Je parlais surtout sur l'école de Francfort. Et comme vous savez, en Amérique latine, à partir des années 90, ça a développé ce qu'on appelle la pensée décoloniale. Ce n'est pas le postcolonial qui étudie, ce n'est pas le souverain study, c'est une autre chose. Bon,
Walter Mignolo disait, ok, les postcolonial studies y les pensées coloniales son deux oranges. En español es como, son dos naranjas del mismo huerto, pero dos naranjas finalmente, como on dirait ça en français. Ils sont deux, les subaltern studies, o la postcolonial studies. C'est deux oranges d'arbres différents, mais ça reste deux oranges. Voilà, voilà. Et comme vous savez, la postcoloniality study essaye de cibler la modernité ou la colonialisation à partir du XIXe siècle, la conquête de l'Angleterre. Ils se sont emparés de la French Theory, Derrida, Gramsci, voilà. Chez nous, chez la pensée coloniale, notre racines sont autres. La racine, c'est bien sûr, je n'ai pas eu le temps de parler de la théorie de la dépendance. La théorie de la dépendance, c'est un courant économique développé par des économistes sociologues dans les années 50, qui va aboutir à ce que Wallerstein, reconnu sociologue économiste dans le World System, va développer la thèse d'un centre et une périphérie et une semi-périphérie. Bon, dans les années 50-70, des théoriciens de la dépendance au Brésil, au Chili, on avait déjà démontré cette sorte de système va créer les zones centraux et les zones périphériques. Également, on a eu l'influence d'une sorte de marxisme hétérodoxe, représenté par Carlos Mariátegui, la Mauta, on appelle, péruvien. Donc, bien évidemment, la théologie de la libération, comme je vous avais dit, que c'est déjà un antécédent épistémique de la pensée décoloniale, parce que la pensée décoloniale essaie de montrer le rapport entre capitalisme, colonialité et modernité. On ne dit pas colonialisme, on dit colonialité. C'est Aníbal Quijano qui a développé le concept de colonialité de pouvoir. Colonialisme, ça va partir plutôt avant la modernité, c'est-à-dire au moment qu'un peuple va conquérir un autre peuple et il a une domination territoriale. Mais à partir de 1492, quand on a déjà une sorte d'histoire mondiale, on va observer l'explosion de ce que sera la colonialité de pouvoir, c'est-à-dire la colonialité de pouvoir, le concept qui sera articulé par l'idée de race, travail et genre. C'est pour cela qu'à partir du XVe siècle, on va voir l'émergence d'un système capitaliste, moderne, colonial, patriarcal. Et il y a une géopolitique de la connaissance. Quand j'étais enseignante au Mexique en sociologie, j'ai toujours posé la question à mes étudiants, donne-moi le nom de 5 philosophes allemands. Très rapidement, Hegel. Donc, voilà, 5 philosophes français, rapidement, Foucault, je ne sais pas. Bon. Mais quand je disais nommer 5 philosophes boliviens, personne ne disait rien. Sénégalais, personne ne disait rien. Pourquoi? Est-ce qu'au Sénégal, au Paraguay, en Argentine, on ne réfléchit pas? En plus, c'est plutôt des mecs. Quelquefois, disaient des femmes, Butler, mais quelquefois, mais surtout des mecs. Bon, pourquoi voilà, on est plus intéressé dans ce qui se produit dans certains pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et on ne se met pas. On n'est pas au courant de ce qui se produit, par exemple, au Pérou, quand peut-être la réalité péruvienne est plus proche de la réalité mexicaine ou brésilienne, et même, je dirais, africaine. Comme vous savez, la théorie de la libération a beaucoup influencé en Afrique, Mozambique, Burkina Faso, Jean-Marc Ella, par exemple, un des grands théologiens, au Cameroun. Et dans son dernier ouvrage, Achille Mbembe, par exemple, il dit une fois, il raconte l'histoire qu'en se demandant sur l'importance du christianisme, il est tombé par hasard sur un livre de Gustavo Gutiérrez, La théorie de la libération, qui l'a fait réfléchir autrement. Donc, il y a une géopolitique de la connaissance, c'est-à-dire un centre. Et ce n'était pas parce que les Allemands sont toujours à la page dans les considérations, mais il y a une sorte d'eurocentrisme. Bien évidemment, la théorie de la libération, la pensée décoloniale ne sont pas anti-européennes. On lit Marx, on prend le meilleur de la pensée critique. La pensée critique est universelle. La question de la catastrophe écologique nous concerne à tout le monde. Mais c'est anti-eurocentrique. Ce n'est pas la même chose. Merci.
Merci beaucoup Louis. Je vous propose de faire 2 petites minutes de pause, histoire que tu puisses reprendre ton souffle et qu'on puisse nous remplir le... Louis, merci beaucoup pour cet exposé, qui ne manquera pas à mon avis de susciter un certain débat. Moi je voudrais lancer ce débat avec peut-être une première petite question que je voudrais t'adresser, parce que je me demandais dans quelle mesure, pour finir, cette tendance eurocentrique n'était pas portée en partie aussi par les pays non européens, et notamment ce rapport aux références intellectuelles, etc. Moi, comme tu sais, j'ai fait une partie de mes études de philo au Mexique. J'étais quand même assez étonnée de voir que le programme d'études était identique, mais presque au cours près, à l'université Veracruzana où j'étais, et ici à l'ISP. Tellement que je suis passée de deuxième bac là-bas à premier master ici, sans même devoir faire de transition, parce que c'était exactement le même programme d'études. Je me rappelle qu'il y avait un cours de philosophie mexicaine qui était une option que un ou deux étudiants prenaient, qui était vraiment un peu un cours pas du tout valorisé. Donc voilà, à mon avis, si on regarde au niveau mondial, c'est un peu ce qui se passe dans toutes les universités des pays du Sud ou des pays non européens aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui se réitère parce que l'eurocentrisme est intégré dans les cultures non européennes également. Elle n'est pas imposée de l'extérieur. En tout cas, elle n'est plus imposée de l'extérieur, mais l'influence reste très marquante. Voilà, c'était ça que je voulais poser comme question dans ce rapport à la modernité, à l'Europe. Et je réponds tout de suite. On peut en prendre 2-3 questions, comme tu préfères. Quelqu'un a une... Oui. Est-ce que ce n'est pas l'influence des langues européennes qui dans le pays, si on parle portugais, on parle espagnol, français, anglais, est-ce que ce n'est pas l'influence des langues européennes qui continue à impacter sur les recherches en Afrique? Puis je me rappelle qu'à Kinshasa, par exemple, on a essayé depuis une dizaine d'années on a créé une revue qu'on appelle philosophie en lingala, dans une langue. On parle de ça, on appelle le lingala. Mais il y a eu à peine 3 ou 4 publications en cette langue nationale. À un moment donné, tout le monde s'est arrêté, on a un peu bifurqué pour continuer à publier en français. Et moi, je pense qu'il y a aussi quand même cette influence des langues européennes, de la culture européenne. Chez nous, par exemple, depuis l'école primaire, j'ai parlé avec Jean-Philippe tout à l'heure, on nous apprend l'histoire de la France. Je ne connais pas que l'histoire de la France, l'histoire de l'Angleterre, par cœur depuis l'école primaire. Alors, on évolue sous ces prismes-là intellectuels qui fait qu'à un moment donné, on termine le bac, on a plus de bagages occidentaux que de bagages africains, et on est porté à écrire sous cette tendance européenne parce qu'on en a un bagage déjà depuis l'enfance. Oui, moi j'ai aussi une question. Donc j'ai beaucoup aimé l'exposé, hein, mais à propos du concept de modernité, c'est vraiment un concept central et ça me paraît important. Bon, moi je suis philosophe des sciences et j'associe la modernité à l'émergence de la science. Parce que bien entendu, le concept de modernité est d'une généralité telle, hein, bon, parler du cogito et puis du conquisto, bon, d'accord, mais on n'est pas dans un approfondissement philosophique. La vraie rupture épistémologique, la vraie rupture dans la culture occidentale, c'est l'émergence de la science, c'est une rationalité qui s'impose contre la rationalité théologique. Donc je pense que le concept de modernité est d'abord effectivement un concept occidental, moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, et qui marque une rupture dans la culture occidentale. Et dans cette rupture-là, l'efficacité du discours scientifique, qui est capable de casser un discours théologique et une toute-puissance théologique, ben ça c'est un événement majeur. Et qui est au point de départ non seulement effectivement de la transformation de la culture occidentale, mais alors à la limite, qui est porteur d'une mondialisation, parce qu'effectivement il y a derrière ça une visée de vérité qui se présente comme universelle. Et je crois que si on dissocie la problématique de la modernité de la problématique d'une visée de la vérité, d'un rapport et de la rationalité, on oublie une dimension absolument centrale. Parce que c'est cette dimension-là qui a transformé l'Europe. Bon, j'admets que c'est une lecture particulière à partir de la science. Mais je pense que l'événement fondateur du moment moderne, c'est l'affaire Galilée, qui a été pensée par d'autres, d'ailleurs. De rappeler Descartes, c'est 3 ans après l'affaire Galilée. Les méditations cartésiennes, il y a un moment dans l'affaire Galilée. Donc là, il y a une rupture. Et donc, dans tout le débat autour de la modernité, autour de la conquête, dire que c'est uniquement les Lumières précisément, parce qu'elles sont porteuses, effectivement, à la fois d'une libération, mais alors, il s'avère que c'est aussi un moment d'oppression. Mais dire,
il y a une dimension carrément de rapport à la vérité, de maîtrise technologique, qui n'est pas du tout présente dans ton analyse, et qui pourtant, moi, me paraît tout à fait centrale. Au fond, à partir d'un certain moment donné, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? C'est une culture dominante. Et la culture européenne devient dominante. Pourquoi? Encore maintenant, d'où vient la culture européenne? Quand on parle de mondialisation, ben, le lien à la science et à la technologie est absolument central. Si tu n'as pas le lien à la science et à la technologie, ça paraît difficile de comprendre pourquoi une sorte de culture est en train de s'imposer. Donc il y a une sorte d'alliance de fait, et c'est la thèse d'Adam, d'alliance de fait, mais de la science et de la technologie et des forces économiques, d'accord? Mais la composante technologique et scientifique me paraît centrale dans la problématique de la modernité. Ben voilà, c'est une... Il y a encore une question, après tu peux répondre, parce que sinon tu vas... Pardon. Bonjour, merci pour l'exposition. C'est une réflexion à partir de mon avis latino-américain aussi. Toujours, notre vision comme latino-américaine, c'est à conduire vers la critique à la modernité, vers la critique à la domination, vers la critique à l'européen et eurocentrisme, etc. Mais la production propre latino-américaine, c'est pratiquement la même chose. Sur la dépendance, sur la pauvreté. Mais je ne sais pas où vraiment c'est notre dépendance. Probablement, notre catégorie comme sociologues sont dépendantes aussi. Nous continuons à utiliser des catégories qui sont propres de l'Europe, par exemple, comme l'État-nation. Et tu parles à partir de l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas vrai. L'Union européenne, c'est seulement une union économique, si tu aimais. Mais l'Europe a beaucoup d'histoires, de lutte, beaucoup d'histoires de populations, de peuples, de guerres. Et pourquoi, si l'Union européenne, ce n'est pas possible de faire maintenant, à partir d'une histoire millénaire, pourquoi je peux dire que le Brésil, c'est un pays seul? Pourquoi? Pourquoi l'Argentine, c'est un pays seul? Pourquoi le Mexique est un pays, une nation? Nous continuons à utiliser catégories. Je ne sais pas si nous avons une vocation fédérale. Je crois que vraiment notre limitation théorique probablement part à partir de la notion européenne. Mais nous avons beaucoup d'autres limitations comme peuple latino-américain aussi. Je ne sais pas si notre peuple indigène sont avec une conception de Avia Yala complète pour tout le monde. Je ne sais pas. Et comme dernière chose, par exemple, nous avons une richesse très importante pour tout le monde, si tu aimais, qui est la mère Terre. Non? Tous les peuples originaux connaissaient une coïncidence à partir de la mère Terre. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire une production théorique à partir de ces catégories? Si nous continuons à partir des catégories de la modernité, et comme prétendre mettre un cadre dans un triangle, c'est pas possible. Mais nous continuons avec utiliser la même chose et la même critique. Mais comme production, je crois qu'on a été faire une autocritique comme latino-américaine aussi, qui ce n'est pas seulement le problème de l'Europe, ou de la conquête, si tu veux. Et nous avons beaucoup de limitations pour faire une nouvelle théorie, à part d'une notion de dépendance ou d'une notion de la libération. Et nous avons des problèmes pour comprendre notre société comme ça. Je trouve très pertinente les questions. Je vais essayer de répondre les 4. Chaque question mérite, je pense que, d'un séminaire, mais je vais essayer. Bon, je vais essayer de répondre les 4 questions de cette façon. Et je vous avais dit qu'à partir de la conquista, 15e, 16e siècle, c'est le pouvoir lusitain, hispano-lusitain, ça n'existe pas encore des pays comme État moderne, on fait la conquista. À cette époque-là, ça parle c'est que Aníbal Quijano, sociologue péruvien, lecteur de Mariátegui, a nommé colonialité du pouvoir. La colonialité du pouvoir, je vous avais dit, c'est un concept qui va essayer d'articuler les concepts de race, travail, genre. Pourquoi?
Quand les Espagnols, on sait quand les Espagnols ou les hispano-sultans ont arrivé en Amérique latine, à Bigala, ou bon, comme vous voulez l'appeler, ils ont établi une société pyramidale. Bon, vous dites toutes les sociétés ont des hiérarchies, oui, mais la particularité de l'Amérique latine, c'était qu'elle était liée à la question de la race. Pourquoi? Comme vous savez, les Espagnols avaient le droit d'occuper les meilleures positions. Le vice-roi était toujours un Espagnol. Et les créoles, on appelle les fils des Espagnols, il avait le droit à se présenter pour la bureaucratie, les plus hautes. Et on avait les métis c'est les fils espagnols, bon, vous savez. Ils n'avaient pas le droit. Par exemple, en Colombie, on sait que jusqu'au XVIIIe siècle, les Noirs et les Indigènes n'étaient pas permis d'être séminaristes, par exemple, de prendre les hauts niveaux de clergé. Donc, il a une société presque raciale, voilà, une sorte d'apartheid. Et surtout à cette époque-là, les discours qui soutenaient la différence, voilà, entre races, c'était un discours religieux, théologique. On m'attend jusqu'au XIXe siècle pour que la criminologie va nous dire que les Noirs ont plus de protection au délit que les Blanches. Parce que scientifiquement, on va arriver à cette sorte de bêtises jusqu'au XIXe siècle. Mais ici, on est dans une justification encore religieuse, théologique. Mais, comme je disais, si vous êtes blanche, vous savez, certains travail, on a la relation entre la race et le travail. Et l'indigène ou les noirs ne recevaient pas de l'argent, c'était l'esclavage. Pourquoi? Parce que c'était l'encomendero, c'est-à-dire les grands propriétaires qui ont les donné de la terre, à condition qu'ils devaient enseigner et évangéliser les indigènes. Donc on arrachait tout l'argent, tout l'argent ou les matériaux pris, la richesse qu'il arrachait, donné à l'encomendero auprès. Donc c'était une société, voilà, c'était pas un hasard qu'au XIXe siècle, avec les indépendances en Amérique latine, jusqu'au XIXe siècle, et bon, justement, les métis et les créoles et les indigènes, les noirs, ont lutté justement pour s'emparer de l'État national. C'est-à-dire, nous voulons également prendre l'État, avoir l'accès à certains postes, l'éducation. Au XIXe siècle, qu'on dit que c'est les indépendances, on va arriver à une reconfiguration de colonialité de pouvoir. Y arrive. Mais la colonialité de pouvoir, qu'on pourra le dire de façon matérielle, existentielle, peut également s'exprimer dans une colonialité du savoir. Pourquoi? La colonisation, c'est-à-dire l'évangélisation des indigènes, fait une sorte de colonisation des imaginaires. Aux indigènes, aux aymaras, voilà, on a fait de laisser d'adorer ces idoles, ces dieux, pour maintenant commencer à adorer, je ne sais pas, saints. Tous les saints de, voilà, je ne sais pas, Saint Paul, Saint Pierre, non, les saints du catholicisme. On a fait également changer sa vision du monde, sa cosmogonie. Il avait des communautés, par exemple au sud du Mexique, on peut trouver maintenant, dans les communautés tojolobales, qu'il n'existe pas dans sa cosmogonie cette séparation entre objet et sujet. Ça c'est très intéressant pour les anthropologues. Dans sa cosmogonie, il n'y a pas cette séparation. Donc on a imposé une nouvelle épistème. Boaventura de Sousa Santos parle d'une sorte d'épistémicide. Au XVIe siècle, ça imposait une façon, voilà, d'abord on a fait que tout l'imaginaire des communautés indigènes va changer pour les imposer l'imaginaire judéo-chrétien. Donc, il y a cette colonialité du savoir. Donc, ils vont abandonner son langue. Ils ne vont pas plus parler l'aymara, le quechua, bon, dans certaines régions, mais ils vont laisser ces langages pour adopter l'espagnol. Si vous ne parlez pas l'espagnol, vous ne pouvez pas devenir citoyen au XIXe siècle. Donc, après l'indépendance, justement, ça va reconfigurer la colonialité de pouvoir, où la race, le travail vont continuer, mais on parle d'indépendance. Mais il faut dire qu'au XIXe siècle, il y a une chose intéressante. Parce qu'on pense que l'eurocentrisme et bon, la supériorité hispano-lusitane, oui, c'était imposé au XVIe siècle, mais l'eurocentrisme, ça veut dire que l'Europe n'était encore le centre du système du monde. Je répète, c'est jusqu'à la révolution industrielle que l'Europe va, pour la première fois, prendre le centre du système du monde au XIXe siècle. Et quand des philosophes comme Hegel, il y a Kant avec toute une anthropologie, ne sais pas, vous connaissez bien cette histoire, l'anthropologie de Kant, très très raciste, mais bon.
Mais c'est surtout avec Hegel et tout au XIXe siècle qui vont commencer les philosophes à dire un peu ce sort de la particularité européenne. Qui disait Hegel, il disait, bon, vous connaissez mieux que moi, l'histoire de la, comment il définissait Hegel l'esprit, non? La phénoménologie de l'esprit. Voilà, les Africains, vous êtes des enfants, nous les Latinos également. La vraie culture, la culture mûre, c'est les Européens. Ce sort de bêtises, bon, justement. Tout ça chez Marx aussi. Oui, c'est vrai. On est dans le 19e siècle. C'est vrai. Les bêtises qu'il écrit sur Simon Bolivar sont épouvantables. Ça, c'est vrai. Mais il faut prendre les meilleurs de Marx. Donc, oui, non, ça montre qu'on n'est pas anti-européen. Bon, je continue à sortir les couteaux. Donc, c'est jusqu'à le 19e siècle que les philosophes, on a déjà en 19e siècle, bon, un peu avant, mais la science, ou ce qu'on appelle l'esprit scientifique, a détrôné déjà la théologie. La théologie n'a rien à voir ici. Dans les universités françaises, c'est exclu la théologie, même de les universités. En Allemagne, ils ont continué. Mais la lecture que Hegel fait de l'histoire, la science a une place tout à fait décisive. Le rapport à la rationalité, c'est ça l'événement de la modernité. Bon. Enfin bon, oui. Au 19e siècle, on a deux choses dans le cas de l'Amérique latine. On a les indépendances, c'est-à-dire la création. On va essayer de créer des États-nations à l'image de l'Europe, de ce qui se passe dans l'idée de citoyen. Pour devenir citoyen en Amérique latine, on devait être croyant, chrétien, parler l'espagnol, être un homme, les femmes étant exclues, société patriarcale, moderne. Et en plus, avoir des propriétés. Si vous n'avez pas de la propriété, vous n'êtes pas des citoyens. Donc, on a fait une sorte, voilà, ça a reconfiguré les patrons de domination à partir de l'idée européenne. Mais en ce moment-là, au XIXe siècle, comme je répète, c'est l'Europe qui devient le centre du marché, quoi. Et si vous lisez Adam Smith, par exemple, quand il parle de la richesse des nations, il dit, en ce moment, il identifiait la Chine. À cette époque-là, la Chine n'était pas n'importe quoi. Après, ça a commencé le mythe des modes de production asiatique. Mais déjà, avant, les économistes savaient de la puissance de la Chine. L'Europe, je répète, avait produit une marchandise jusqu'au XIXe siècle. Les Chinois, par exemple, connaissaient. Ah, ici, au Bruxelles, vous savez, la place Gutenberg, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait l'imprimerie. Les Chinois faisaient les billets de papier, les monnaies. Depuis l'Antiquité, les Chinois connaissaient les papiers et avaient fait des impressions avant que l'Europe. La poudre, les Chinois connaissaient la poudre avant que l'Europe. L'Europe a fait toute une utilisation meurtrière de la poudre, mais bon, des choses comme ça. Dans ce livre, Max Weber parle d'une sorte d'autonomisation dans les sociétés modernes. Max Weber, dans son livre de l'éthique protestante, dit tout au début que les Européens ont fait une sorte de se différencier de la théologie et de la science. Le mandarinat chinois, que c'était avant, c'était ça. Le mandarinat chinois s'exprime que là-bas, il avait cette sorte d'autonomisation. Pour devenir mandarin, il n'avait pas là une question religieuse. Et il y a aussi un historien de la science qui s'appelle Upson. Il montre, par exemple, que beaucoup de ce qu'on appelle les découvertes faites par Leonardo da Vinci et la Renaissance italienne, c'était que des copies de machinerie faites déjà par la Chine, avant. Beaucoup de ces inventions qu'on pense que c'est le produit de la génie européenne. Bon, maintenant, cet historien de la science met en lumière que beaucoup de voilà, que Da Vinci avait des maps comme ça. Et il avait parlé de Menciès. Dans ce livre 1423, de la découverte, quand la Chine a découvert le monde, il montre également que, par exemple, Christophe avait aussi des maps. Cette Génovais, qui était italien, avait aussi des maps qu'avaient fait les Chinois quelques années avant. Et je vous recommande ce livre d'un économiste. Ce livre existe en français, mais une version abrégée. Ça s'appelle Kenneth Pomeranz.
lui également, il montre justement comment la révolution anglaise, c'était un séquel les Chinoises, on avait mis en avant la question de la machine, mais ils n'ont pas continué à la utiliser parce qu'il avait provoqué une crise de nourriture au sud de la Chine, et ça pouvait les coûter beaucoup à l'éleveur chinois. Donc, ils ont renoncé à ça. Mais bon, comme à cette époque-là, l'Angleterre avait pris la machine, ils ont créé, selon Marx, beaucoup de populations comme armée, comme on appelait l'armée de réserve, n'est-ce pas, les ouvriers qui n'ont pas de travail, l'armée de réserve. Il envoyait tous ces ouvriers de réserve dans ces colonies. L'Angleterre était sauvée de cette crise pour les colonies. Ils ont envoyé là-bas toute cette armée de réserve. Et là-bas, dans les colonies, ils sont devenus les grands seigneurs. Rappelez-vous François Fanon, ce livre Les damnés de la terre, quand il dit, dans ses premiers chapitres, il dit il est en train d'étudier l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Il dit, dans une ville d'Algérie, on trouve deux villes, n'est-ce pas? La ville du colon et la ville du colonisé. Les colons, c'est lui qui a les postes, c'est lui qui a, de l'électricité, il y a des choses. Et les colons n'ont rien. C'est un endroit de vie, c'est l'envie, non? Le monde de l'envie. Les colonisés ont envie de tuer les colons, ils prennent sa place, même de faire la mort à sa femme dans le lit du colon. C'est pas comme ça, il retrace un peu cette question. C'est-à-dire, les colons, c'est l'être. Les colonisés, c'est le non-être. C'est lui qu'on peut tuer, c'est lui qui, voilà, humainement, il n'est rien. Ça, c'est une sorte de colonialité de l'être. Bon, toute cette configuration diverses de colonialité de l'être, pouvoir, savoir, vont avoir une origine au XVIe siècle, mais vont se reconfigurer jusqu'au XIXe siècle. Et je répète, c'est jusqu'au XIXe siècle que, par exemple, on va penser à partir de certaines catégories. Par exemple, l'idée d'objectivité. Il y a un philosophe colombien qui s'appelle Santiago Castro Gómez. Il a rédigé sa thèse sur la hybris. Vous savez c'est quoi la hybris, n'est-ce pas? C'est extasis grec, non? Il dit qu'à partir du XIXe siècle, dans le monde moderne occidental, ils vont remplacer l'œil et l'ojo de Dios, l'œil de Dieu, pour l'œil de l'homme, c'est-à-dire cette idée d'objectivité. On va penser, voilà, que dans la science, a une objectivité. C'est là qu'il va nommer Castro Gómez les points de la hybris du point zéro. Del punto zéro, cette idée d'objectivité. Bon, maintenant, je ne sais pas si on peut comprendre, il y a tout débat dans la science de c'est quoi l'objectivité, comment est-ce qu'on peut parler d'objectivité, et surtout dans les sciences sociales. Comment est-ce qu'on peut être objectif dans les sciences sociales? On ne travaille pas dans les sciences sociales, on a des autres repères qu'on n'a pas dans un laboratoire. Donc, ça c'est intéressant, dans le monde, va s'imposer une perspective, voilà, hybris du point zéro, qui va penser, voilà, en termes de l'égocentrisme. Et bien évidemment, il y a une sorte de colonialisme interne, c'est-à-dire, nous, les colonisés, les dominants, nous reproduisons cette logique. Mais ça, ce n'était pas nouveau. Marx avait dit l'imposition du capital, afin que le capital puisse régner, il faut que de la part de l'ouvrier, il accepte cette domination. Il faut que l'ouvrier commence à réfléchir comme les dominateurs pour occuper sa place. Mais il faut revenir à François Fanon. Il ne s'agit pas de prendre la place du dominateur. Il ne s'agit pas de prendre la place de l'oppresseur. Il faut détruire un système qui génère des oppresseurs et d'opprimés. Louis, ah oui, non, il y a encore des... Non, tu veux? Non, je voulais intervenir, mais je le ferai après. Donc Louis, et puis... Louis. Oui, pardon. Non, c'est parce que je reviens sur le concept de modernité qui me paraît absolument central. J'aime beaucoup d'avoir tout le développement de la théologie de la libération mis à côté de la modernité. Je crois que pour les réflexions du Gris, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Charlotte en a déjà parlé dans l'introduction. Comme le dit Bernard, ce mot est très général. Il m'apparaît même presque trop général. Charlotte disait, oui, il va y avoir débat entre ceux qui sont pro-modernité et ceux qui ne seront pas pro-modernité. Je ne suis pas aussi sûr que ça, parce que chacun a sa définition de ce que c'est la modernité.
Est-ce que la modernité touche la technique? Est-ce qu'elle touche l'économie? Est-ce qu'elle touche le social? Est-ce qu'elle touche le politique? Est-ce qu'elle touche le culturel? Est-ce qu'elle touche le philosophique? Elle peut toucher tout. Est-ce qu'un vélo, c'est moderne, pas moderne? Est-ce qu'une multinationale, c'est moderne, c'est pas une moderne? Est-ce qu'un parlement, c'est moderne, c'est pas une moderne? Je pense que si on n'arrive pas à avoir une définition un peu plus fine et à mieux pouvoir mettre ce concept de modernité avec des exemples dans les différentes choses, le débat va être difficile et on va s'opposer en croyant qu'on s'oppose alors que peut-être on ne s'oppose pas, parce qu'on est assez d'accord que ceci est à conserver alors que ça ne l'est pas. Donc, je plaide beaucoup pour que dans les discussions de Gris, et c'est un peu un appel du pied à Bernard, on puisse affiner ça avec toutes sortes d'exemples dans les différentes disciplines pour pouvoir à un moment faire ce qui pour moi est un petit peu la vocation du Christ, avoir un peu une certaine force de proposition et pouvoir dire voilà, qu'est-ce qui dans la modernité, selon ce qu'on y met, peut être conservé. Illich, Schumacher n'étaient pas des anti-modernes, ils se remettaient fondamentalement en cause ce qu'on avait fait de la technique que Bernard met un peu vite ensemble avec la science. Donc, ils n'étaient pas contre toute forme de modernité. Je pense que personne, enfin, pas grand monde, parce que sinon on oppose ou bien on est moderne ou bien on veut l'âge des cavernes. C'est des platitudes du débat. On devrait essayer d'être plus fin. Enfin, moi, je plaide beaucoup pour qu'on essaye d'avancer là-dedans. Voilà. C'est pas vraiment une question. Concernant la colonialité du pouvoir et du savoir, justement, dans ce phénomène d'acculturation où l'Europe arrive et donne toute une série justement de matrices, ce qui m'étonne tout de même justement, c'est que Boff et d'autres arrivent donc avec des concepts très européens et qui sont très favorablement accueillis là-bas, beaucoup plus qu'ici. Alors est-ce qu'il y a une explication sur la réceptivité du terrain par la culture sud-américaine qui serait plus réceptive à ces notions de justice sociale, de droit à tous de vivre une vie digne? Est-ce qu'il y avait dans cette culture-là, ou ces cultures-là, des réceptivités qui permettaient justement de mieux accueillir ce message, quoi? Bon, je suis d'accord avec ce que vous disiez. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de modernité? De qu'est-ce que la modernité est pour les normes? Mais par exemple, en sociologie de faire religion, par exemple, Daniel Kervilleyer, elle trouve trois sortes de types idéaux. Vous parlez, comment vous devez. Pour elle, par exemple, elle identifiait de la constitution de la modernité, d'abord, comme M. Bernard avait dit, une rationalité scientifique, c'est-à-dire une sorte de magisation, de magisation du monde. Elle trouve ça, Daniel Kervilleyer. Une autre, c'est la fameuse affirmation de l'autonomie des sujets, c'est-à-dire, c'est le caractère qu'il trouve comme un deuxième voilà, type idéal de ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire une sorte de... que le monde s'éloigne de la tutelle religieuse. Et un autre aspect, c'est la fameuse séparation, l'autonomie des sphères. La sphère politique, la sphère économique, tout ça. Sont des sortes de types idéaux qui pourront définir la modernité. En revanche, par exemple, une autre définition qu'aussi on donne de la modernité plutôt bébérienne, c'est celle de sécularisation du monde, c'est-à-dire où les dieux se sont, voilà, on les a chassés du monde, de la sphère publique pour les amener à la chose privée. Mais par exemple, ce que trouvent les théologiens de la libération, c'est qu'en fait, il n'y a pas un désenchantement du monde, pour parler à la Maffesoli, je ne sais pas, voilà. Ce qu'ils trouvent, par exemple, les théologiens de la libération, c'est qu'en fait, dans la modernité, c'était un nouveau dieu, une nouvelle idole qui a pris la place des anciennes idoles, celui du capital. En fait, il faut se rappeler que, par exemple, Walter Benjamin, pour venir au penseur critique européen, Walter Benjamin, dans un petit écrit qui s'appelle Capitalismus als Religion, le capitalisme comme religion, définit ou décrit que le capitalisme comme une sorte de religion cultuelle, du culte, c'est-à-dire où les riches, ils sont damnés, parce que pour être sauvé, il faut l'accumulation, il faut faire de l'accumulation, sinon vous n'êtes pas en accord avec la logique capitaliste. Et les pauvres,
Vous êtes pauvres parce que vous êtes feignantes, parce que vous, les latinos, ne vous pas travailler, vous, voilà, les africains sont corrupts, voilà. Donc, dans le capitalisme, c'est un peu la vision de Benjamin, tout le monde est coupable. C'est une sorte de religion sans rédemption. C'est tout petit écrit qu'il a rédigé. Et vous pouvez trouver quelques commentaires de cet écrit dans le livre Profanation, signé par Giorgio Agamben, lecteur de Benjamin. Donc, cette thèse de la modernité qui va prendre place au nouveau lieu, c'est-à-dire la capitale, ça sera une thèse que vont reprendre les théologiens de la libération. Pour les théologiens de la libération, par exemple, la modernité ne doit pas être comprise comme une sorte d'athéisme, comme un système. Non, c'est une sorte de fétichisme. Bon, lisons-nous les Capitales dans les chapitres sur le fétichisme de la marchandise. C'est ça qu'il écrit Marx. Dans la modernité, dans ce qu'on appelle, ce n'est pas qu'il y a une magisation du monde. Et qu'est-ce qu'il dit dans le Capital, Marx? Les producteurs deviennent des choses, et les choses deviennent des personnes. C'est ça la fameuse théorie du fétichisme chez Marx. Donc, on est dans la modernité, on n'est pas dans une société, voilà, démystifiée. On a de nouveaux mythes, des mythes. Les mythes de la croissance, bon, maintenant, il est mis en question. Mais ces mythes de la croissance infinie, c'était un mythe qui va de pair avec la constitution de la modernité. Donc, la thèse... Oui, je crois qu'il faut quand même faire. Je pense qu'il faut distinguer, je pense qu'il faut distinguer un concept sociologique de modernité d'un concept philosophique de modernité. Bon, Marx est un pur produit moderne. Oui. Oui, mais donc la société russe, soviétique, pourtant on est dans le capitalisme. Donc dire que la modernité se caractérise par le capitalisme, pour moi, philosophiquement, n'est pas inhérent à la société moderne. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut se mettre d'accord. Disons, je pense que vous développez là le concept de modernité en sociologie. Alors effectivement, et la modernité, surtout vue d'Amérique latine, au fond c'est la culture occidentale, ce que vous appelez la modernité. Alors effectivement, l'Occident s'est imposé comme ça. Mais si on distingue un concept sociologique des modernités d'un concept philosophique des modernités, ben, il y a un sens à dire qu'à la limite, la société russe, la société soviétique de 1950, le stalinisme, c'est une forme de modernité. Il l'était. Mais oui, mais donc on ne peut pas dire que le capitalisme, c'est la modernité. Parce que si c'est une forme de modernité, ça veut dire qu'on a un concept de modernité philosophique qui est à dissocier de diverses formes, notamment de systèmes économiques. Or, je comprends que vous fassiez la confusion à partir de l'Amérique latine, parce que ce qu'on vous a imposé, c'est une modernité d'un certain type. Mais si vous voulez, non, parce que la vraie question, c'est de savoir, la vraie question est de savoir, est-ce que le concept de modernité est à foutre à la poubelle, ou bien parce qu'associé précisément à une sorte d'exploitation et d'écrasement de l'homme, ou bien est-ce qu'il y a au contraire dans le concept de modernité quelque chose d'absolument essentiel qu'il faut retenir pour une société future? Or, c'est là que j'ai les débats. Le concept de modernité sociologique que vous développez, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous racontez, mais je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec le concept de modernité philosophique. Voilà. Donc c'est ça qui me paraît important. Et je vais répondre à cette question, répondant à monsieur, parce qu'il a parlé sur pourquoi dans l'Amérique latine, par exemple, parce que les Boff ou Gustavo Gutiérrez, la théorie de la libération, mobilisent finalement des concepts modernes. Parce que finalement, la théorie de la libération, c'est un courant moderne. Et ça, c'est intéressant. Les théologiens de la libération, ils n'ont pas, bon, bien évidemment, il doit citer San Agustin, Thomas d'Aquin, oui, mais la nouveauté chez les théologiens de la libération, c'est qu'ils vont s'emparer des sciences sociales. Ça, c'était un cas inouï dans la théologie, que la théologie va s'emparer des sciences sociales. Les théologiens de la libération, la théorie de la libération, les quatre courants de pensée l'ont fait. Donc, la théorie de la libération, c'est un discours moderne mais critique de la modernité. Donc, parlons sur l'Amérique latine. Est-ce que c'est pourquoi les conseils de justice sociale, tout ça, bon, finalement, l'Amérique latine est moderne également. L'Amérique latine fait partie du monde occidental. Oui, c'est le côté obscur, si vous voulez, de la modernité. C'est le côté obscur, mais l'Amérique latine est occidentale. Bon, on parle, la majorité des langues là-bas, c'est l'espagnol et le portugais. Ce sont des sociétés avec l'imaginaire que je parlais, des colonialités du savoir, un imaginaire judo-chrétien. Donc, on est la face, si vous
voulez, la face occulte, la face cachée, la face méprisée de l'autre côté de la modernité. Mais nous sommes également modernes comme la modernité elle-même, parce que l'Amérique latine s'est constituée, et ce n'est pas seulement sociologiquement. Je pense, vous avez raison, je pense que modernité et capitalisme sont des choses, sont des phénomènes qu'il faut faire la distinction, le distinguo. Je suis d'accord. Mais je pense que, et ce n'est pas seulement que je pense, en Amérique latine, tout un courant de penseurs, on trouve que l'origine de la modernité et du capitalisme et de l'Amérique latine, il y a un article signé par Quijano qui s'appelle l'Amérique latine est née moderne, elle est née moderne, et elle est née capitaliste. Donc, certes, le capitalisme, la modernité, philosophiquement ou sociologiquement, on peut faire le distinguo. Mais les deux phénomènes sont très, très imbriqués, qu'on ne peut pas parler de capitalisme sans faire référence à la logique moderne et vice-versa. Et bon, je pense que voilà, que tant l'Amérique latine est moderne parce qu'elle est née à cause de cette conquista, que c'est l'origine de la modernité. Sur la question du philosophe. Bon, le philosophe n'est pas une personne qui tombe du ciel, quoi. C'est-à-dire, finalement, bon, je m'attache ici à la perspective ouverte par Lucien Goldman, quand il dit que bon, les philosophes ou les intellectuels ou les artistes sont porteurs d'une vision du monde. La Welta chante. Donc, la vision du monde, finalement, exprime des conditions sociales concrètes. Par exemple, dans son ouvrage, Les dieux cachés, Lucien Goldman va mettre en lumière la question de Pascal, le rapport entre la vision tragique de Pascal et la montée du jansénisme. Il va dire, bon, pourquoi en ce moment-là de l'histoire est apparu quelqu'un comme Pascal, et pas pourquoi Pascal est apparu dans des autres époques. Donc, je pense que finalement, les philosophes, Marx disait, les hommes se posent les questions que l'époque les pousse à se poser. Donc, finalement, les philosophes, si vous voulez dire modernes, vont se poser des questions qui vont exprimer une réalité concrète, quoi. Donc, je pense que même en philosophie, les concepts de modernité, comme le travail d'Husserl, à mon avis, me paraît intéressant. Ça, c'est un débat. Il y a aussi la modernité technique, la modernité en médecine. Je propose, puisque c'est interdisciplinaire, qu'on essaie d'ouvrir des épistémologies différenciées. Ici, il y a une question. Seulement, c'est un commentaire à propos de l'Amérique latine et la modernité. Je me souviens maintenant d'une phrase qu'a écrit Jean Ladrier dans un texte à propos des rapports entre la UCL et l'Amérique latine. Il a dit, on ne peut pas être totalement d'accord, mais il a dit, pour lui, sa expérience avec les étudiants latino-américains, la différence des expériences avec les étudiants asiatiques ou africains, c'est qu'il trouve dans les cultures latino-américaines, il dit une autre façon d'être européen. Mais aussi, il trouve dans cette expérience, j'ai trouvé le texte, il dit les conséquences négatives de ces choses dont les Européens nous considérons nos réussites. Il montre ces côtés cachés de la richesse moderne européenne. Parce qu'il dit dans le texte que c'est le moment pour penser de nouveau notre être européen. Il écrit pour les Européens, il y a les super-européens. De penser de nouveau notre condition d'Européens, qui nous montre aussi cette dimension cachée, cette dimension de la violence, de l'exclusion, qui est fruit de ce qui dans l'Europe se passe aussi avec la modernité. Et c'est surtout aussi pour dire que dans notre cas, dans l'Amérique latine, il y a un rapport avec la modernité, on peut dire de la perspective de la colonialité, mais aussi, c'est pour ça qu'ils sont latino-américains, nous devons étudier ici, que c'est une façon de comprendre et de vivre la modernité. Je crois que le problème, ce n'est pas nier la modernité, c'est aussi, je pense à propos de la épistémologie des sciences,
Il a un travail aussi à faire, non seulement avec cette épistémologie abstraite. La science a des conséquences politiques, sociales, très fortes. Et que l'épistémologie des sciences doit... on ne peut continuer à penser la science en abstrait, parce que ça n'existait dans aucun lieu. La science, toujours respectée, avec la technique ou pas, mais c'est toujours, il y a derrière la science, et c'est une partie de la science, les choix politiques, les choix économiques. Je crois que c'est une chose qui peut être intéressante à propos de l'écologie, c'est notre thématique, de trouver cette vision, non seulement en se regardant à soi-même, mais ouvrir à ces conséquences que certaines décisions politiques, sociales, historiques ont pour le reste du monde. Parce que je n'aurais quand même qu'une objection, puis je m'interromps parce que je parle de trop. Mais parce que associer la modernité à la conquête, et c'est un anachronisme historique. La conquête, c'est à la fois 1492, c'est le 15e siècle et tout le grand mouvement. Le mouvement de la conquête n'a pas grand-chose avec la modernité. La modernité, bon, c'est à partir du XVIIe siècle. Galilée, c'est le XVIIe siècle quand même. Hein? Christophe Colomb, c'est 1492. Donc tout le mouvement conquistador, c'est bien le XVIe siècle. Il faut distinguer la conquista du XVIe siècle du processus de colonisation du XIXe siècle. Alors là, je dirais pour le monde africain, on est dans un autre registre. Pour le monde africain, on est déjà dans un monde à la fois, bien entendu, le théologique est toujours présent, hein, c'est les missionnaires qui ont même facilité le travail, mais il n'y a pas que les missionnaires, il y a les ingénieurs, il y a les profs. C'est l'Europe qui va porter la civilisation ailleurs. Hein, ça, c'est la version laïque, je dirais, donc c'est la version moderne de la colonisation. Mais la conquista n'a rien de moderne. On est encore en plein ancien régime, et Galilée, que je sache, c'est 150 ans après Christophe Colomb. Donc présenter la conquista comme le produit de la modernité, ça ne tient pas même historiquement. C'est important, parce que il s'agit de réfléchir sur les concepts de manière précise. Et dire, effectivement, je partage toutes les analyses, y compris en termes de théologie de la libération. Je suis tout à fait d'accord. Mais la question de la modernité, je préfère, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met à la poubelle et qu'est-ce qu'on garde. Hein, on est quand même à un tournant sur le plan. On est à un moment de décision sur le plan d'une culture internationale. Donc, est-ce qu'il y a moyen de trouver des concepts qui fassent unanimité en termes internationaux? Donc, c'est clair, si vous associez la modernité à la conquista, mais je pense que c'est un non-sens historique. Moi, je trouve que, autant philosophiquement qu'historiquement, faire une distinction radicale entre modernité et conquista, ça ne tient pas la route non plus. D'une part, parce qu'historiquement, bien qu'au niveau des dates, ça dépend, la Renaissance... Non, mais la modernité, généralement, on dit que ça commence au 15e. Vous dites que c'est Galilée, enfin, moi, il y a plusieurs interprétations, la Renaissance... On parle de la Renaissance et la modernité, c'est deux concepts très différents. Enfin, en tout cas, on est non, on ne ramène pas encore un troisième concept. Non, la Renaissance et la modernité, c'est très différent. Mais en tout cas, les retombées de la conquista, c'est-à-dire les flux de matières premières et de métaux précieux qui sont arrivés d'Amérique latine, ont été le terreau qui ont permis à la société européenne de s'épanouir dans une certaine aisance. C'est justement ce que je veux dire, c'est une dimension. Je ne dis pas la dimension économique et d'exploitation et tout ce que je veux, et même les conséquences économiques, mais d'une économie qui est possible sans qu'elle soit moderne. C'est précisément pour ça que je trouve qu'il faut distinguer les problématiques de la modernité de la problématique d'un soubassement économique. Qu'effectivement, il y a eu que c'est des retombées économiques fantastiques, que ça avait éventuellement permis le démarrage de... Mais pourquoi absolument garder le concept de modernité? Puisque c'est quand même dans une période, la modernité c'est aussi la période du commerce triangulaire, c'est la période effectivement de la conquête de tous les pays africains, c'est une période qui a hébergé quand même une série d'atrocités énormes. Alors on peut dire oui, mais philosophiquement c'est pas lié, ben, oui et non, quand on voit que chez Hegel, chez Marx, et chez plein d'auteurs modernes, on a des discours philosophiques qui justifient des hiérarchies sociales, des différentes formes de racisme. C'est la même chose par rapport aux questions du genre. Quand on se pose la question est-ce que la modernité elle est patriarcale, est-ce qu'elle est contraire au respect des droits de la femme, on va dire oui,
le féminisme est héritière de la modernité, oui, enfin, ok, mais d'un autre côté, il y a toute une série d'auteurs qui donnent des soubassements philosophiques au patriarcat. Tu me fais penser aux gens qui disent qu'il faut foutre toutes les religions à la poubelle quand on voit ce qu'on a fait au fondement de la religion. Si tu fais une histoire des phénomènes religieux, je ne comprends pas qu'on n'ose recommencer le mot religion. Je trouve que la question que Louis a posée sur les épistémologies différenciées, ce matin, un autre séminaire sur les utopies, on faisait cette différenciation entre les épistémologies des sciences exactes, où là on parvient à être d'une cumulativité extraordinaire et qui fascine même le monde entier, parce qu'on dit regardez, c'est efficace, je sais rouler en voiture, je sais voler en avion, je sais aller sur la Lune, etc. Et là il y a une conquista extraordinaire. Oui, mais par contre, la même technologie a été utilisée pour les Allemands. Comment? C'est la même technologie qui a été utilisée pour les Allemands. Oui, bien sûr, pour le bien et pour le mal. Mais ce que je veux dire, les trois autres... Vous ne pouvez pas dire la technologie, c'est pas si, c'est pas ça, la technologie. Non, je parle plutôt de l'accumulation des connaissances dans les sciences exactes. Oui, mais l'accumulation s'est faite avec toute cette barbarie Oui, elle implique alors des dysfonctionnements. Mais ce que je veux dire par rapport aux trois autres épistémologies qui sont la construction du lien social, la conception de l'individu et les religions, ces sciences exactes, comme dit très bien Bernard, sont parvenues à être tellement cumulatives qu'elles fascinent et deviennent vraiment des lieux d'occupation des territoires à travers le monde parce qu'elles sont soi-disant efficaces et donc praxéologiquement intéressantes, quoi. Ça, je crois que c'est ça une des théories de la modernité. Je voudrais un petit mot de la fin alors, Louis, parce que malheureusement on arrive au bout des 2 heures. Je voudrais répondre à la question historique. Bon, d'abord, je ne serais pas tout à fait d'accord. Je vous recommande, je ne sais pas si vous savez lu Enrique Dussel, son livre, je ne vous recommande pas l'édition française parce qu'elle est abrégée, il n'est pas bien traduit. Mais par contre, l'année dernière, l'Université de Duke a traduit Ethics of Liberation, la éthique de la libération. Je vous recommande. Pourquoi? Dans ce livre, Enrique Dussel, tous les premiers chapitres de cet ouvrage, que c'est la éthique de la libération, c'est un chapitre historique. C'est d'abord historique. Je pense que c'est intéressant, vous savez, pointer du doigt la question historique. C'est important. Parce que des fois, les philosophes et les sociologues, on ne connaît pas l'histoire. L'Espagne, pensons à l'Espagne que vous avez dit. En 1492, l'Espagne, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le pays le plus développé en Europe. Il n'est pas... En Belgique, on se dit. C'est vrai. Et, par exemple, à l'époque, l'Espagne avait déjà avec Nebrija une grammaire, una gramática española. C'était la première grammaire, attendez-moi, laisse-moi finir. Et la grammaire de Nebrija a mis l'espagnol au même niveau que le latin ou le grec. C'était les langues de l'époque de savant. La grammaire française est devenue quelques années, des siècles après, d'abord. Deuxième chose, l'Espagne avait déjà un système que c'était l'Inquisition. C'était un système qui avait déjà, pour ceux qui font l'histoire du système politique. On dit que c'est moderne quand même. L'Inquisition n'est quand même pas un histoire de la modernité. Voilà, on revient à 1492. Justement, c'est bien ce que je pensais. Donc, oui, on peut... Mais pourquoi l'Inquisition est-il un symbole de la modernité? Non, dans la Constitution comme origine. C'est précisément ça ma question. C'est l'Espagne de l'Inquisition qui est à l'origine de la Conquista, c'est pas l'Espagne moderne. Oui. Dans une symbolique philosophique, l'Inquisition, c'est vraiment l'exemple même de la non-modernité. De un État moderne. Deuxième chose, quand les Espagnols ont fait la Conquista, et ils ont arraché l'argent, tous ces matériaux précieux, jouaient dans la bourse déjà, étaient dans la bourse. Aucun féodalisme jouait à la bourse. Des croisades, disons, mais aussi plein de fric. Donc ce rapport... Mais à la croisade, il n'avait pas un système de marché universel comme à l'époque du XVIe siècle. Il avait des bourses internationales. Emmanuel Wallerstein a écrit 3 tomes sur la constitution du système del world system, n'est-ce pas? Donc là, on peut voir que dans l'Amérique latine, sa constitution jouait déjà la richesse, était dans la bourse internationale.
Et bon, et je pense que je trouve que, voilà, comme dernièrement, la question de l'efficacité, oui, bon, comme les camarades latino-américains ont évoqué, comment se dit, la théorie des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale était une sorte également d'accumulation de savoir, de l'efficacité. Vous disiez, bon, ce n'était pas que l'efficacité des fois est bienvenue ou saluée pour les Africains, c'était une sorte d'imposition. Et ce n'était pas, on est vraiment dans une crise écologique qu'on voit justement les limites de cette rationalité instrumentale imposée. On sait que par exemple, dans certaines populations amazoniennes, ils conservent de meilleure façon toute la question des réserves que nous, avec notre connaissance instrumentale moderne. Ok, moi je pense qu'on ne peut pas aller pas clos. Merci beaucoup Louis. Merci à vous. Et merci à tout le monde pour la discussion qui ne se poursuivra certainement.